d'actualité. L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote par scrutin public sur l'article unique du projet de loi autorisant la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire. La parole est pour 5 minutes à Roger Gérard Schwarzenberg. Pour ceux qui veulent sortir, ils sortent en silence, s'il vous plaît, mes chers collègues. Messieurs les ministres, Monsieur le Président, mes chers collègues. S'il vous plaît, vous sortez rapidement et en silence, s'il vous plaît, pour ne pas déranger l'orateur. Comme vous le savez, le groupe 2RDP compte 16 élus, 12 députés radicaux de gauche et 4 députés de sensibilité politique proche. Sur les 16 députés de notre groupe, 14, dont tous les députés PRG, voteront pour ce projet de loi de ratification. Ils le feront par attachement à la construction européenne, le traité de Rome ayant été signé pour la France par un ministre radical, Maurice Faure. Ils le feront par confiance dans le gouvernement, connaissant sa volonté de défendre l'intérêt national et de renforcer la France dans l'Europe et par l'Europe. Enfin, ils le feront surtout vu l'évolution de la situation depuis la signature de ce traité par M. Sarkozy en mars 2012. Évolution avec le pacte pour la croissance adopté par le Conseil européen de juin dernier sous l'impulsion de François Hollande. Évolution avec aussi le rachat par la BCE des dettes des États en difficulté à l'initiative de Mario Draghi. Certes, le texte du traité reste inchangé, mais à côté du texte, il y a le contexte qui, lui, s'est modifié. Ces faits nouveaux changent la donne et permettent désormais de voter pour la ratification de ce traité en approuvant moins son texte que son contexte. Certes, ce traité soulève parfois 2 objections principales. D'une part, il risque de soumettre le pouvoir budgétaire du Parlement au contrôle encore accru de la Commission et de la Cour de justice de l'Union européenne, instance non élue par le suffrage universel et donc dépourvue de la même légitimité. D'autre part, ce traité prévoit une réduction très accélérée, trop accélérée, du déficit public qui peut paraître inadapté à la conjoncture actuelle, marquée par 3 trimestres consécutifs de croissance zéro et par l'ampleur du chômage. Dans une telle conjoncture, l'austérité budgétaire à marche forcée risquerait d'avoir des effets récessifs. Pour lever ces objections, il serait souhaitable qu'en plus des décisions obtenues en juin dernier, la France se prémunisse encore davantage par un procédé fréquent à un droit international. En effet, un État peut assortir la signature ou la ratification d'un traité d'une déclaration interprétative qui indique le sens précis et la portée qu'il lui accorde. C'est ce qu'ont fait par exemple pour ce traité la Belgique et le Danemark. De même, après avoir obtenu le vote de ce projet de loi, les autorités françaises pourraient accompagner leur ratification d'une déclaration interprétative explicitant la signification exacte qu'elle donne à ce traité, qui manque parfois de clarté et comporte certaines stipulations ambiguës. Cette déclaration pourrait porter sur 3 points principaux. Premièrement, la France interprète ce traité à la lumière de la décision rendue par le Conseil constitutionnel, qui considère que ce texte ne comporte pas de nouveaux transferts de souveraineté. Deuxièmement, la France souligne l'importance majeure qu'elle accorde à l'article 3 de ce traité qui autorise les États à s'écarter temporairement de leur trajectoire d'ajustement budgétaire en cas de récession économique. Enfin, la France considère comme un ensemble indissociable le traité et les décisions arrêtées par le Conseil européen de juin 2012. Au-delà de l'équilibre des finances publiques, et j'en termine par là, l'Europe doit s'attacher aussi à d'autres perspectives qui garantissent la protection sociale et l'emploi. D'abord, il importe d'aller vers un traité social qui progressivement harmonise par le haut les normes sociales des États membres. Les critères de convergence ne peuvent pas être seulement financiers, ils doivent être aussi sociaux. De même, l'Europe doit aussi harmoniser les fiscalités directes de ses États membres
et spécialement les fiscalités sur les sociétés, sur les entreprises. Sinon, le dumping social et fiscal continuera à provoquer des délocalisations au sein même de l'Union européenne, désormais élargie à de nouveaux membres, ayant un plus faible niveau de protection sociale et d'imposition des sociétés. Ce qui est en jeu, c'est l'emploi, et particulièrement l'emploi industriel. Le traité de Rome de 1957 prônait une concurrence libre et non faussée. L'Europe à 27 donne l'exemple contraire. On ne peut donc en rester là. J'en termine, Monsieur le Président. L'Europe ne peut devenir un descenseur social, une machine à réduire les salaires et les acquis sociaux dans ces pays les plus avancés. L'Europe ne peut être seulement un marché ou une monnaie, elle doit être aussi une Europe sociale, un espace solidaire. C'est cette Europe-là qu'il faut construire à présent, en espérant que, là aussi, le changement, c'est maintenant. Merci. Pour le groupe GDR, la parole est à Monsieur André Chassaigne pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Tout au long du débat sur ce traité de l'austérité, vous avez balayé d'un revers de la main ou par des raisonnements fallacieux nos arguments justifiant le rejet de ce texte. Mais nous restons convaincus, et vous n'avez pas réussi à nous démontrer le contraire, que l'adoption de ce traité ne résoudra pas la crise économique, financière et sociale en Europe. Elle ne fera que l'exacerber, et à quel prix pour notre souveraineté. Je reprendrai donc ici les réponses les plus emblématiques qui nous ont été faites. Je veux tenter, une ultime fois dans cet hémicycle, d'éclairer nos collègues qui hésitent encore à quelques minutes du scrutin ou qui se sont résignés trop vite à respecter les consignes partisanes. Concernant notre demande de référendum, les arguments que vous nous avez opposés, Monsieur le ministre des Affaires européennes, relèvent de la mauvaise foi et ils n'ont aucune valeur juridique. Vous nous dites on ne peut pas organiser un référendum chaque fois qu'un sondage montre que les Français le souhaitent. C'est une évidence. Vous savez bien qu'il ne s'agit pas de cela. Si nous demandons un référendum, c'est parce que ce traité fondamental, notre pays ne pourra plus décider seul de ses choix économiques et devra se soumettre aux consignes des fonctionnaires de Bruxelles. Ne croyez-vous pas que, dans pareil cas, le peuple a son mot à dire, qu'il a le droit de décider s'il souhaite ou non que ces institutions démocratiques soient démantelées pour confier leurs compétences politiques à des institutions techniques qui échappent à tout contrôle démocratique? Pour refuser de consulter le peuple, vous vous appuyez sur le Conseil constitutionnel qui a rendu une décision politique en jugeant qu'il n'y avait pas d'abandon de souveraineté. Pourtant, et malgré cette décision, la Constitution vous autorise à organiser ce référendum puisqu'elle prévoit dans son article 11 que le président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Si vous ne le faites pas, ce n'est donc pas pour des raisons juridiques ou constitutionnelles, mais parce que vous craignez un vrai débat démocratique. C'est le verdict du peuple qui vous fait peur. Vous n'avez certainement pas tort, car ce débat mettrait en évidence que le pseudo-pacte de croissance n'est qu'un rideau de fumée. Il a été mis en avant par le président de la République pour faire passer la pilule du traité de l'austérité signé par Nicolas Sarkozy. Son niveau est tellement faible face à l'ampleur des pactes d'austérité, tellement ridicule face aux efforts qui ont été consentis pour sauver les banques. Il ne fait que reprendre des projets déjà engagés et, pire encore, ce volet croissance est soumis à des contraintes écrites noir sur blanc, aussi austéritaires qu'ultralibérales. Casse du Code du travail, ouverture à la concurrence des secteurs du transport et de l'énergie, mise à mal de notre système de retraite. Enfin, j'en terminerai par votre argument massu. Il a été mis en avant notamment par notre président de la Commission des Affaires étrangères. Je cite: « Ce traité n'ajoute pas grand-chose aux règles en vigueur et aux droits européens existants. Il n'y a donc pas lieu de nous affoler. » En quelque sorte, chers collègues, en quelque sorte, ce traité, un couteau sans manche qui aurait perdu sa lame. Mais si ce n'est rien,
Mais si ce n'est rien, pourquoi en passer par la solennité d'un traité et par une loi organique? Cette banalisation des enjeux ne traduirait-elle pas plutôt une prise de conscience, celle que les plaidoyers en faveur de l'austérité ont de plus en plus de mal à passer, et surtout auprès des électeurs de gauche et sans doute dans ses rangs? Mes chers collègues, il faut refuser cet acharnement à poursuivre dans l'erreur, refuser de croire que seules des politiques d'austérité peuvent réduire les déficits et relancer la croissance. L'austérité n'entraîne que la récession et ne peut que plonger les économies européennes dans le cercle vicieux de la crise aux dépens des peuples. Et quelle terrible erreur de penser que l'austérité nous met à l'abri des attaques des marchés financiers. Elle va au contraire, et vous le savez bien, renforcer leur tutelle au prix de l'abandon de toutes les grandes avancées sociales du siècle précédent et du dessaisissement démocratique des citoyens et des peuples. Les députés du Front de gauche voteront résolument contre ce texte. Pour le groupe SRC, la parole est à Madame Estelle Grelier pour 5 minutes. Oui. Parfait. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous arrivons au terme de nos débats sur la ratification du traité relatif à la stabilité, la coordination et à la gouvernance dans l'Union économique et monétaire. Dans le contexte particulièrement difficile de cette rentrée 2012, notre groupe tient à souligner l'esprit de responsabilité qui a prévalu à l'occasion de ce débat. Nous avons démontré, je crois, qu'il était possible de débattre sereinement de l'Europe au sein de notre Assemblée et même d'y exprimer des désaccords qui, le plus souvent, portent non pas sur l'objectif à atteindre, mais sur la stratégie politique à mettre en œuvre pour y parvenir. Si nos débats n'ont pas permis de lever l'ensemble des divergences et des différences d'appréciation qui se sont exprimées, ils ont révélé une vision largement partagée de l'Europe que nous voulons, l'Europe que veulent nos concitoyens, une Europe plus sociale, plus protectrice, plus solidaire, plus environnementale, et ont souligné que l'objectif de réorienter la construction européenne poursuivi par notre président de la République et notre gouvernement était soutenu par une très large majorité d'entre nous. Nos débats auront par ailleurs permis, au moins en partie, de répondre à un certain nombre de critiques et d'interrogations. Non, ce traité ne grave pas dans le marbre l'austérité budgétaire, puisqu'il rend réversibles les orientations actuelles en fonction de l'évolution de la trajectoire de nos finances publiques. Non, ce traité n'interdit pas aux États de mobiliser les stabilisateurs automatiques et de mener des politiques keynésiennes contracycliques. Non, ce traité n'est pas une innovation majeure, mais le prolongement, voire la reprise d'obligations déjà existantes au sein du droit communautaire. Ce n'est pas nous qui le disons, mais le Conseil constitutionnel. Non, ce traité n'instaure pas un système de sanctions automatiques en cas de déficits excessifs. Il maintient aux politiques, à travers le Conseil européen, le pouvoir de décider le déclenchement ou non de toute procédure de sanction. Non, ce traité ne nous prive pas, la représentation nationale, des moyens du contrôle budgétaire, tel qu'il a été intégré dans le droit national au travers de la loi organique. Il préserve la souveraineté budgétaire du Parlement. Non, ce traité n'est pas en tout point conforme à celui qui a été signé par Sarkozy et Merkel, puisqu'il a été complété par un pacte en faveur de la croissance et de l'emploi de 120 milliards d'euros, soit presque l'équivalent d'une année de budget annuel de l'Union européenne, que le président de la République a obtenu de ses partenaires européens. Pacte de croissance qui se conjugue avec une régulation financière et bancaire. Notre groupe se félicite particulièrement de la mise en œuvre annoncée de la taxation sur les flux financiers que nous souhaitons depuis des décennies aux côtés des syndicats et de la gauche européenne. Alors c'est vrai, ce texte n'est pas parfait et c'est certainement pas celui que nous aurions rédigé, mais la ratification n'est pas une fin en soi, mais une étape nécessaire pour aller plus loin et pouvoir continuer à peser sur les négociations à venir lors du prochain Conseil européen, lors des négociations sur le cadre financier pluriannuel, lors du parachèvement de l'union bancaire. Et c'est maintenant vers cet avenir que nous devons nous tourner. Une autre politique, n'en déplaise à certains, a désormais cours en Europe. La croissance et l'emploi ont enfin été mis à l'ordre du jour et les échanges constructifs avec l'ensemble de nos partenaires ont supplanté la pratique d'un directoire franco-allemand exclusif. C'est la politique même qui est de retour en Europe.
C'est une bonne chose. Cela implique des engagements et des contreparties. L'engagement, c'est ce traité qui est en quelque sorte le règlement de copropriété de notre maison commune. Les contreparties, ce sont ces nouvelles perspectives qui s'ouvrent en même temps que des progrès substantiels pour l'intégration du continent qui devra être solidaire ou ne sera pas. L'important, au stade où nous en sommes, et c'est une Normande qui vous parle, n'est pas de savoir si le verre est plutôt à moitié plein ou plutôt à moitié vide. L'important est qu'il est à nos yeux en train de se remplir quand auparavant il se vidait. C'est donc pour accompagner et accentuer la dynamique de réorientation de l'Europe impulsée par le président de la République que nous voterons en faveur de la ratification de ce traité. Notre oui est un oui de soutien à tout ce qui a déjà été obtenu depuis le 6 mai, mais aussi un oui de combat dans la perspective des négociations que notre président et notre gouvernement conduiront dans les prochains mois. Merci. Merci, Madame Estelle Grelier. Je fais annoncer le scrutin dans le palais. Et je donne la parole à Pierre Lequillet pour le groupe UMP pour 5 minutes. Monsieur le Président, sur le traité, nous, à l'UMP, sommes totalement logiques avec nous-mêmes. Ce traité est celui que Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et les 23 autres pays européens avaient signé en mars dernier et que nous défendions depuis de nombreux mois. Nous voterons également la règle d'or, même si nous aurions préféré son inscription dans le marbre de la Constitution, qui lui aurait donné une portée juridique et une solennité plus grande que dans une loi organique. Mais pendant que l'UMP se montre totalement responsable, le comportement de la gauche est au contraire un peu surréaliste. Tout cela à cause du contexte, comme dirait Roger Gérard Schwarzenberg, c'est-à-dire à cause du mensonge de François Hollande devant tous les Français. Il leur avait promis qu'il renégocierait le traité. Comme c'était évidemment impossible, il a échoué et il nous soumet le même traité. Car bien sûr, c'est un des seuls points d'accord que j'ai avec M. Chassaigne, le pacte de croissance ne vaut en rien renégociation. Ce pacte n'est qu'un codicile de 120 milliards d'euros, 55 de fonds structurels inutilisés et le reste grâce à une extension du rôle de la BEI déjà sur la table depuis début 2012. La supercherie électorale devait se retourner contre son auteur et semer la cacophonie dans son camp. ELV vote contre, le président de la République louvoie, manque d'autorité, il garde ses 2 ministres, le front de gauche dénonce l'imposture, défile dans la rue, et même certains au PS, tel Gaëtan Gors, accusent la confusion totale de leur parti sur la question européenne. C'est vrai que la confusion est grande. Il y a quelques mois, à la tribune de l'Assemblée, Jean-Marc Ayrault avait prôné avec ferveur l'abstention du groupe PS sur le mécanisme européen de stabilité. Il n'avait même pas été suivi par la totalité du groupe parce qu'une partie importante avait voté contre. Puis ensuite, il avait fustigé le traité. Et la semaine dernière, avec la même ferveur, la même grandiloquence, il dramatise en sens contraire, je le cite, « Le monde nous regarde, ceux qui ne votent pas le traité veulent tuer l'euro ». Nicolas Sarkozy avait porté la France en tête de l'Europe, dessiné un cap, une grande ambition. Il avait créé le Conseil européen de la zone euro en 2008 pour effectuer le sauvetage des banques au moment de la crise la plus grave depuis 1929. Il avait créé le FESF, puis le mécanisme européen de stabilité, fait voter ici, puis prôné devant les Européens comme devant le G20, la taxe sur les transactions financières, lancer les concepts de réciprocité et d'harmonisation fiscale. Aujourd'hui, l'ampleur de la crise nécessiterait que la voix de la France soit forte et claire. Elle ne l'est pas. La volte-face et le discours de Jean-Marc Ayrault, plus de président de groupe que de Premier ministre, plus adressé à ses députés récalcitrants qu'à l'Europe, ne la rendra pas plus audible. Les initiatives viennent d'ailleurs, de Mario Draghi sur le rachat sans limite des dettes à court terme des pays en difficulté, d'Angela Merkel qui appuiera courageusement cette position
à contre-courant de son opinion et fera des propositions hardies pour l'union politique de l'Europe, restée sans réponse de la France. Du commissaire Barnier sur la supervision bancaire, du président de la Commission sur la réunion d'une nouvelle convention pour l'avenir de l'Europe ou d'Herman Van Rompuy sur la création d'un trésor européen. Tandis qu'un grand débat est lancé, la France reste silencieuse. Et le ministre ne m'a pas vraiment répondu tout à l'heure. J'en finirai par l'incohérence entre ce traité et la politique économique de la France. Ce traité prône notamment l'harmonisation fiscale. Or, le président de la République vient d'annoncer un matraquage fiscal sans précédent, 20 milliards d'impôts supplémentaires. Où est l'harmonisation fiscale alors que la France détient le record de prélèvements obligatoires de 56% sur notre continent? Enfin, François Hollande devra engager un dialogue résolu et franc avec l'Allemagne, car sa stratégie de contournement est vouée à l'échec. Depuis l'origine, c'est une règle constante qu'aucun président de la République et aucun chancelier n'a ignorée, que l'Europe ne peut avancer que si le couple franco-allemand est solide. Le groupe UMP votera ce traité, mais nous attendons du président de la République des initiatives fortes, cohérentes, ambitieuses. Elles sont aujourd'hui étonnamment absentes. Si vous voulez bien vous asseoir rapidement, mes chers collègues. Je donne la parole pour le groupe UDI à monsieur Henri Plagnol pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, chers collègues, enfin, le gouvernement soumet donc solennellement à la ratification par notre Assemblée le traité sur la stabilité et la gouvernance de l'Union économique et monétaire. Enfin, parce qu'il vous a fallu beaucoup de contorsions, de reniements, de contradictions, de mensonges, et maintenant tous les Français savent, et sur tous les bancs de cette Assemblée nous le savons, que pas une virgule n'a changé dans ce traité. Alors, pour nous à l'UDI, c'est avec résolution que nous allons le voter à l'unanimité. Parce que depuis le début, nous disons que c'est un bon traité. Un bon traité pour la France, qui va enfin rejoindre les principes de responsabilité et de bonne gestion pour juguler nos démons de la dette et du déficit. Un bon traité pour l'Europe, puisque enfin il y aura le fameux pilier économique qui manque depuis le début à l'union monétaire et sans laquelle il n'y a pas d'issue à la crise. Avec les prémices du gouvernement économique de la zone euro, indispensable et attendu et réclamé depuis si longtemps. Alors, maintenant, dans quelques minutes, le traité va être adopté à une très large majorité. Peut-être sera-t-il temps, Monsieur le Premier ministre, dont je salue le retour, d'expliquer enfin à l'Europe, et je le dis devant les députés de la CDU qui nous font l'amitié d'être là, votre vision pour la prochaine étape de l'Europe. Il est temps que la France reprenne son rang et soit à l'avant-garde de la transformation de la zone euro en une véritable union fédérale. Pour cela, Monsieur le Premier ministre, il faudrait d'abord que la France cesse d'être le seul pays à faire des choix économiques et sociaux qui nous situent aux antipodes des choix de tous les autres pays européens. Il ne suffit pas d'augmenter les impôts. Il faut maintenant mettre en place les réformes de compétitivité auxquelles précisément le traité que nous allons voter vous invite. À quand les leviers pour une vraie politique industrielle? À quand, Monsieur le Premier ministre, le vrai chantier de la convergence sociale et fiscale avec l'Allemagne? Ce chantier que vous appelez de vos vœux, nous sommes prêts à vous accompagner. Mais encore faut-il que vous ne prétendiez pas imposer à nos partenaires allemands,
mais aussi à tous ceux qui font des efforts considérables en Italie, en Espagne, au Portugal, en Irlande, prétendent leur imposer le record européen des impôts et des taxes que vous allez encore aggraver. Le deuxième message de l'UDI, il est simple. Chaque fois que vous irez vers plus d'Europe, nous vous accompagnerons et nous vous soutiendrons. L'Allemagne, solennellement, Madame la Chancelière, Monsieur le ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, grand homme d'État de l'Europe, vous a tendu la main en vous proposant de les accompagner pour une réforme qui aille résolument vers une union fédérale. Monsieur le Président de l'Union européenne, Van Rompuy, hier, a proposé un budget central de la zone euro. Enfin, un levier fiscal et budgétaire commun aux pays de la zone euro, avec des ressources propres qui soient indexées sur de vrais gisements économiques. C'est cela la clé pour la politique industrielle que vous dites vouloir. Enfin, un chemin pour aller vers ce trésor européen, avec à terme ces fameux eurobonds que nous aussi nous souhaitons, mais qui ne peuvent venir que si vous vous montrez un partenaire responsable et exemplaire. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous allons franchir une première étape. Tant mieux. Maintenant, aller plus vite et plus loin, parce que la crise de la zone euro n'attend pas. Nous avons besoin d'une France forte, d'une France qui ouvre la voie à plus d'Europe. Pour le groupe écolo, la parole est à Madame Barbara Pompili pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous arrivons donc au terme d'un débat parlementaire qui aura fait mentir les Cassandres. On nous avait promis un débat caricatural et globalement, la tenue des échanges dans cette enceinte aura été conforme aux enjeux. On nous avait annoncé une explosion de la majorité sur ce texte. Il n'en aura rien été. La caricature, elle a été recherchée, tant par les opposants farouches à ce traité que par certains de ses partisans. Disons-le tout net, ces approches excessives de notre débat venaient le plus souvent de l'extérieur de cet hémicycle. Certains semblent ne toujours pas avoir dépassé le débat de 2005. Cette tentation de l'escalade a été un échec et c'est tant mieux. Car malgré ces tentatives, force est de constater qu'on puisse exprimer dans cette enceinte toutes les nuances de la vie politique et c'est la force du Parlement. De cette capacité de notre Assemblée à faire écho à toutes les sensibilités et tous les points de vue qui traversent la société française, nous devons nous réjouir, car elle est la condition d'une réelle et pleine démocratie. Nous avons donc entendu s'exprimer ici les partisans d'un oui sans réserve au traité négocié en mars dernier. Venant de nos collègues UMP, on n'en attendait pas moins. Même si la discipline de fer qui sous-tend le texte qui nous est proposé tranche avec le laxisme budgétaire et l'irresponsabilité devant la dette qui ont caractérisé le quinquennat précédent. Le problème, notre problème, c'est que nous ne pouvons nous contenter de cette vision de la vie économique frappée au coin de la culpabilité et de l'expiation des fautes issues du passé. Ce qui se passe aujourd'hui en Grèce doit nous faire réfléchir. L'appel à la raison financière et budgétaire ne peut pas sonner comme une condamnation des peuples, et notamment ceux qui souffrent le plus profondément de la crise et qui ne ressentent pas la solidarité européenne comme une réalité dans leur vie quotidienne. C'est d'ailleurs au nom de cette souffrance des peuples que nous avons entendu ici les partisans d'un non absolu au traité, un non qui sonne comme un non à l'Europe, tant il est devenu systématique. Ce refus de toute convergence budgétaire et de toute idée d'intégration n'est pas compatible avec l'engagement européen des écologistes. Parce que l'absence de cohérence mine l'euro. Nous avons besoin de plus d'Europe, mais d'une Europe qui met en commun et non qui fonctionne sur la méfiance mutuelle. Nous avons, dans ce débat parlementaire, entendu le oui de raison exprimé par nos collègues de la majorité qui ont préféré, pour reprendre la juste expression du président Schwarzenberg, juger le contexte plutôt que le texte. Nous ne les avons pas suivis sur cette voie. Parce que même si nous reconnaissons la nouvelle donne créée par la nouvelle présidence française et la dynamique enclenchée depuis le sommet de juin, nous ne pouvons ignorer la réalité. Aujourd'hui même, le FMI pointe un risque de récession mondiale.
Se fixer, comme fait ce traité, des horizons uniquement basés sur les déficits budgétaires publics ne nous paraît pas la manière la plus efficace pour répondre à cette crise. Voilà de quelle analyse, de quelle conviction, mais aussi de quel doute vient le nom des écologistes. Cette parole d'exigence vis-à-vis de l'Europe, comme de nous-mêmes, nous l'avons portée avec mes collègues qui ont pris part aux différents débats de ces derniers jours, avec conviction, mais aussi avec humilité. Je tiens d'ailleurs à dire ici ma satisfaction d'avoir vu au sein de notre groupe des députés écologistes assumer leurs doutes, leurs contradictions, sans jamais céder à la facilité des querelles internes et des mises en cause auxquelles d'autres n'ont pas su résister. Les députés écologistes vont donc majoritairement voter contre ce texte, parce que les critiques que nous formulions à son endroit en mars dernier n'ont pas varié. Ce traité était inutile, il est devenu, au regard des dernières avancées obtenues sous l'impulsion française, en grande partie caduc. Mais ce traité sera ratifié et nous en prendrons acte. Parce que c'est aussi notre responsabilité, agir en partenaire de la majorité pour mettre en œuvre le changement, y compris en Europe et y compris sur l'Europe. Ce traité y est-il? Nous ne le croyons pas. L'empêche-t-il? Non plus. L'essentiel désormais, c'est ce que nous ferons ensemble pour remettre nos finances publiques sur la voie de la raison et pour recréer la confiance entre les Européens et l'Europe. Et là, ce sera le résultat de choix politiques et non de la contrainte imposée par un quelconque texte. Croyez-moi, à ces rendez-vous et dès le prochain sommet européen, solidaires, exigeants et audacieux, les écologistes seront présents. Merci. Alors, je demande aux uns et aux autres de regagner leur place. Je vais donc mettre aux voix l'article unique du projet de loi. Chacun a regagné sa place. Ceux qui sont d'avis d'adopter appuieront sur le plot P. Ceux qui sont d'avis contraire appuieront sur le plot C. Et ceux qui sont d'avis de s'abstenir sur le plot A. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 568. Suffrages exprimés 547. Majorité absolue 274. Pour 477. Contre 70. L'Assemblée nationale a adopté. Je vais maintenant suspendre la séance pour 10 minutes, puis nous reprendrons nos travaux afin de procéder au scrutin public sur les emplois d'avenir. La séance est suspendue.